Et à tous. Donc, nous sommes réunis ce soir en conseil municipal extraordinaire pour discuter d'un seul point qui nous occupe aujourd'hui à travers l'ordre du jour, une demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets inertes, ISDI, et parallèlement un projet d'exhaussement de terrain agricole à Rodemack. Alors, ce que je vous propose au niveau du déroulement du conseil municipal, c'est de refaire un petit peu l'historique de ce dossier, à partir du moment où j'en ai eu connaissance, de parcourir le dossier ensemble, pas en totalité, mais où je vais essayer avec vous de relever les incohérences et surtout les inexactitudes qui figurent dans ce dossier, que j'ai déjà largement développé dans 2 mots du maire. Vous faire part également des différents courriers que j'ai adressés aux services de l'État et aux collectivités territoriales, avec pour certaines collectivités qui m'ont répondu. Je vous ferai part également de 2 courriers que j'ai réceptionnés, parmi les courriers, les mails, les visites en mairie, les SMS que j'ai reçus. Je pense que ces 2 courriers résument bien la situation. Ensuite, on pourra discuter d'un projet de délibération, ouvrir le débat bien sûr, et puis, si possible, en fin de réunion, approuver cette délibération qui ira donc en sous-préfecture et en préfecture dans les prochains jours, si vous en êtes d'accord. Alors tout d'abord au niveau de l'historique, comme je l'ai écrit précédemment, j'ai été informé aux environs du 15 août, quelques jours avant le 15 août, que les agriculteurs de Rodemack avaient été démarchés ou sollicités pour stocker des déchets inertes venant du Luxembourg, pour que l'un ou l'autre agriculteur mette un terrain à disposition de cette opération, si possible un terrain qui s'y prête. Donc dès que j'ai eu connaissance de cette information, j'ai bien sûr téléphoné au propriétaire du terrain et je lui ai fait part de ma surprise d'un tel projet et la raison, j'ai essayé de comprendre pourquoi la mairie n'avait pas été mise au courant de ce projet. Donc j'ai eu une réponse qui ne m'a pas satisfait et je l'ai eu au téléphone à plusieurs reprises dans les jours qui ont suivi et les semaines qui ont suivi pour que et le propriétaire du terrain et le patron de l'entreprise Sotra viennent nous voir en mairie pour qu'on puisse discuter de ce projet. Donc à l'origine, quand on m'en a fait part, il était question du terrain que vous connaissez tous maintenant, qui est route de Putelange, entre le chemin à gauche, en 3/4 de la montée, et le chemin qui rentre à pas du Saint-Antoine. De la route, vous voyez surtout une haie, et c'est le terrain qui est derrière cette haie, que vous avez pu voir donc, depuis. Donc, lorsque j'ai eu connaissance de ce projet, on m'avait parlé de 3000 à 4000 m3. Donc, je n'ai pas vu d'inconvénient à cette demande au démarrage, si ce n'est que j'étais quand même surpris que personne n'informe la mairie de ces différentes démarches. Les explications du propriétaire de terrain ne m'ayant pas satisfait, j'ai donc demandé qu'il vienne nous voir en mairie avec M. Botta, le patron de la Sotra. Ils se sont présentés en mairie 2 mois après, le jeudi 15 octobre exactement. On était réunis autour de cette table avec les adjoints. Et à l'époque, il était question, j'ai noté, il était question de terre naturelle, que cette terre serait analysée au Luxembourg, qui demanderait l'autorisation aux douanes, qu'il s'agissait de niveler un terrain de 5 hectares avec des remblais de canalisation pour 1/3. Et à l'époque, on m'avait parlé de 140 000 m3 de terre, donc ça passait de 4 000 à 140 000. 14 000 camions sur 3 ans, 10 à 12 par jour. En ce qui concerne le trafic sur le terrain, puisque ce terrain n'est pas en bord de route, il faut emprunter un chemin communal, donc il était possible de signer une convention. L'entreprise pouvait même s'engager à faire de l'enrobé pour mieux passer dans ce chemin, qu'il y aurait un balayage régulier
et que le dossier serait déposé non seulement à la préfecture sous 15 jours, mais également à la police de l'eau et à la DREAL, voilà, qui aurait une hauteur de tremblée de 3 à 4 mètres, et que face à nos interrogations de savoir par où allaient passer les camions, puisque pour nous il était impensable que ces camions puissent passer tous à la porte de Sierck, le patron de l'entreprise m'a signifié que de toute façon ils avaient d'autres décharges du côté de Villerue et de Micheville, et que l'essentiel des chantiers, des dépôts qui viendraient sur Rolmac, ce seraient des chantiers du côté de Rémiche, et que forcément ils passeraient par Mondorf-les-Bains, Mondorf et puis de l'Angers-Thionville. Voilà. Ça, c'est les renseignements très exactement que j'ai eus le 15 octobre. Donc le seul engagement qui a été pris ce jour-là, c'est que M. Bourtin, qui était assis à face de moi, avait devant lui un dossier, et je lui ai donc demandé s'il pouvait me laisser une copie du dossier en mairie. Il m'a dit que non, que le dossier n'était pas complet, qu'il serait complété dans les 15 jours pour envoyer à la préfecture, et bien sûr, dans le même temps, il déposerait un dossier en mairie. Donc les adjoints étaient présents, et ils ont eu pris les mêmes notes que moi. Donc, sur ce, le dossier n'a pas pris corps, sauf que lorsque j'avais été sur le terrain avec quelques conseillers municipaux, on a bien sûr constaté qu'au droit de ce terrain, il y avait un fossé du remembrement. Moi, je savais par le syndicat de la Bolaire qu'il y avait une enquête et une étude qui avait été réalisée courant 2015 et que ce fossé du remembrement avait été classé en cours d'eau. Et il était facile de voir, lorsqu'on se trouve en face du terrain, qu'une partie du terrain, vu la végétation, était une zone humide. Et au milieu de ce terrain, cette zone humide, se trouvent 2 arbres, encore à l'heure actuelle, et que... Bonsoir. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Merci. Et que au bout de cette zone humide existait un puits, et quand je suis allé sur le terrain, j'ai repéré le puits exactement, et il y a encore quelques jours, j'y suis retourné, le puits est plein d'eau. Voilà, donc je me suis fait confirmer dans un premier temps par les responsables du syndicat de la Bolaire pour savoir s'ils pouvaient me confirmer par écrit cette disposition, à savoir que, après analyse du terrain de la part du syndicat, mais également dans le cadre d'une étude récente d'octobre 2015, réalisée par le bureau d'études Symbio, spécialiste des milieux aquatiques, il s'avère que les parcelles concernées sont longées par un cours d'eau qui prend sa source sur ces mêmes parcelles dans une zone humide. Ainsi, le syndicat souhaite attirer votre attention sur ce projet qui est situé tout en amont du cours d'eau et de la zone humide, qui est la source de ces derniers, qui devra donc nécessiter le dépôt d'un dossier loi sur l'eau. Voilà. Donc ça, c'est la seule démarche que j'ai effectuée entre le 15 octobre et le début décembre. Voilà. Ensuite, les semaines ont passé et quand je sollicitais donc l'agriculteur, en l'occurrence Francis Schumacher, sur le dépôt en mairie de ce dossier, de cette demande d'autorisation, la réponse était invariablement la même: je ne l'ai pas moi-même, je ne suis pas au courant, il faut vous adresser à l'entreprise. Voilà. Les semaines passant, le 8 décembre, je n'avais toujours pas ce dossier en mairie, cette demande d'autorisation, ni d'ailleurs aucun autre document. Et le 8 décembre, j'ai téléphoné à la préfecture à Metz, et on m'a indiqué que ce dossier, cette demande d'autorisation, avait été déposé, enregistré à la préfecture le 30 novembre. Ce qui m'a été confirmé également par l'ADREAL, le service des installations classées. Donc depuis le 30 novembre, ce dossier était
déposé à la préfecture. Donc à partir du moment où j'ai eu cette information, je me suis adressé à nouveau au propriétaire du terrain, qui m'a fait invariablement la même réponse, en ce sens que lui, il n'était toujours pas en possession de ce dossier. Donc je me suis adressé à M. Augustin en personne, et ce dossier a été déposé très exactement en mairie par une personne que je ne connais pas, le 21 décembre, vers 16h30. Voilà. Donc je l'ai en ma possession depuis le 21 décembre. Donc à partir du moment où je suis entré en possession de ce document, qui est une demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets inertes, ISDI, selon l'arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 25.15, 25.16, 25.17 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 27.60 de la nomenclature des installations classées. Et est adjoint également projet d'exhaussement de terrain agricole à Rodemack, pétitionnaire demandeur, Société Sotrap SARL à Chifflange. Voilà. Alors, je vais essayer de vous retracer les points essentiels qui, moi, m'ont semblé inexacts ou incohérents avec la situation que je connais de Rodemack. Et donc, la société Sotrap Lorraine souhaite remblayer un terrain agricole avec des matériaux inertes définis dans le tableau en page 43. Alors, si je prends la page 43, au départ, on a parlé de terre. Je crois. Si je reprends mes notes. Alors, lors de la réunion du 15 octobre, on a parlé de terre naturelle et de remblai de canalisation pour un tiers des dépôts. Et si je prends page 43, alors, liste des déchets inertes admissibles dans les installations visées par l'annexe 1 de l'arrêté du 12 décembre 2014, béton, briques, tuiles et céramique, mélange de béton, briques, tuiles et céramique, verre, mélange bitumineux, sans goudron, terres et cailloux non pollués, verre, terre et pierres de jardin et parc. Voilà, c'est les déchets qui sont admis dans une décharge telle que décrite ici. Ce terrain est exploité par M. Francis Schumacher qui souhaite améliorer la topographie des parcelles qu'il cultive, car certains endroits ils sont difficiles d'accès du fait de la forte déclivité et des talus existants. Page 6, installation de stockage d'essais inertes, surface 4,94 hectares, volume maximal 157 526 m3, tonnage 283 500 tonnes. Ensuite, il y a la présentation de l'entreprise Sotrap avec le personnel. Et ce qui m'a interpellé également, ce sont les engins dont dispose cette entreprise, et certains de ces engins seraient amenés à être permanents sur le site, ou serviraient à emmener des déchets sur le site concerné. Donc il y a déjà des camions de 17 à 28 tonnes de charge, des pelles hydrauliques sur chenilles de 20 à 37 tonnes, des pelles hydrauliques sur pneus de 10 à 20 tonnes, des compacteurs monocylindriques de 10 à 17 tonnes. Donc vous voyez déjà la taille des engins et le poids des engins. Alors, bon, le projet se situait sur le bord communal de Rodemack, dans sa partie nord, rue Ludwig Mansbrunn, section 49. Donc ça concerne les parcelles 119, 120, 121, 122, 123. Les salles, les informations, vous les avez déjà eues. Alors, les terrains destinés à l'accueil des remblais ne sont pas des terres contraignantes. En effet, s'agissant de terrains agricoles, cultures et prairies artificielles, les richesses naturelles susceptibles d'être affectées par le projet sont réduites et très mesurées. Alors,
ou souterraines du site. En période pluvieuse, ces terrains argileux retiennent des stagnations et des ruissellements superficiels qui s'écoulent vers les fonds de vallons. Le point bas du terrain étudié est constitué ici par un fossé près du sondage des colonnes. Donc il y a des sondages qui ont été faits. Plus en profondeur, des bancs de calcaire intercalés dans les marnes peuvent également constituer des niveaux aquifères. Les niveaux et les débits sont sujets à des fluctuations saisonnières. Donc le projet n'est pas contraint par les protections de périmètre des captages des eaux de Romac, du réseau d'eau, c'est exact. D'une manière générale, le site du projet correspond à un versant en pente douce au pied duquel s'écoule un fossé qui dessert les pâtures. Les altitudes à partir des levées topographiques sur un niveau indépendant basse-100 s'échelonnent entre 110 à l'est et 98 aux abords du fossé à l'ouest, soit une pente moyenne de 5%. Cette pente est donc relativement importante, voire contraignante pour l'exploitation agricole. Bon, 5%, ça ne me semble pas énorme. Ce que je vois, c'est plus loin, donc il y a des coupes. Alors, hormis le ruisseau du Folbach, le réseau hydrographique est peu important sur le bord communal de Rodemack. Le territoire communal est parcouru par des fossés qui drainent les espaces agricoles et alimentent le ruisseau du Folbach qui s'écoule de la zone agglomérée. Cet affluent de la Bolaire prend sa source à l'ouest du bord communal de Rodemack. Le site du projet se situe en tête de ce bassin versant, hormis un fossé agricole qui s'écoule en limite ouest du site, aucun écoulement superficiel n'est recensé. Voilà, toujours pas de zone humide. D'après les sources énoncées ci-dessus, aucun prélèvement d'eau superficielle n'est recensé pour l'alimentation d'eau potable, industrielle ou agricole sur le ruisseau du Folbach et sur un fossé qui draine la partie basse du site du projet. Alors, en ce qui concerne les sondages de terrain qui ont été faits par la société écologue, ils ont été faits le 17 septembre. On sait que le 17 septembre, après un été très sec, il n'avait pas commencé à pleuvoir, donc c'était peut-être pas le meilleur moment pour faire les sondages. Alors, bon, ça n'a pas d'importance, mais ils énumèrent les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, les SNIEF, Montenat, Pons-les-Bains, Putlange-Thionville, Rethel, Oudren, Cattenom, l'Arc-Mosellan, etc., sauf manque la SNIEF de Véza, qui est la plus proche. Il parle du périmètre Natura 2000, donc le vallon de Alain, le Brunt, qui est à 500 mètres. À l'intérieur du périmètre d'études, les prospections de terrain ont permis de différencier 3 habitats biologiques. On peut les classer selon leur typologie. Prairies améliorées, culture, fossé. Toujours pas de zone humide sur le terrain. Sur la page suivante, il y a une photo. Alors on voit les 2 arbres, ce serait un chêne et un pommier. Sauf que les 2 arbres sont au milieu de la zone humide, il n'est pas recensé. Prairies ressemées, fossés, culture, chemin enherbé. On ne parle toujours pas de la zone humide, ni du puits. Le fossé est décrit plus loin. Le fossé rectiligne créé lors d'une opération d'aménagement foncier de type Roman-Bormand a pour rôle de drainer la prairie pâturée et d'évacuer les ruissellements des parcelles cultivées. Après, il y a des pages sur les espèces animales, etc., etc. Par contre, on ne parle pas de la zone humide, mais on parle des 2 arbres, pommiers et chênes, qui seront défrichés pour les besoins agricoles. Cependant, s'ils sont défrichés en dehors de la période de nidification des oiseaux, donc du 15 mars au 31 juillet, il n'y a donc aucune incidence à considérer. On ne parle toujours pas de la zone humide. La haie, seul enjeu d'intérêt fort, est exonérée du projet. Forcément, elle est sur un terrain communal, au droit du terrain.
Il n'y a donc pas d'impact sur les habitats et les espèces animales. Je pense qu'il y aura, si un chantier est là pendant 3 ans, je pense qu'il y aura un impact au moins sur le gibier. Le site du projet est entièrement classé en zone agricole. Le projet est donc en cohérence avec le règlement de la zone agricole, du PLU. Or, ça c'est écrit page 37 et page 38. Il y a le PLU qui est photographié et on voit bien qu'il y a une partie des terrains, le projet va jusqu'ici, il y a une partie des terrains qui sont en zone N. Et on écrit très librement, le site du projet est entièrement classé en zone agricole. Naturel. Donc, rien. Bon, ça c'est exact. Le chemin rural au nord et au sud sont actuellement les principaux débouchés sur le site. Plus loin, alors là on parle de la zone humide, mais pour dire qu'elle n'existe pas. Le secteur d'étude est localisé en dehors de tout périmètre, de zones inondables, de SNIEF, de Natura 2000 et de zones humides. On fait comme si elle n'existait pas. Donc la liste des matériaux, des déchets, je vous l'ai listé. Par contre, moi, ce qui m'a alerté aussi, c'est les matériaux admis proviendront de chantiers de terrassement réalisés dans un périmètre rapproché du site. On ne parle pas du Luxembourg. L'essentiel des chantiers sont au Luxembourg. Et on précise, les déchets inertes issus de la fabrication de matériaux de construction, débris de tuiles, rebuts de béton, qui n'auront pas pu être recyclés, seront également admis en remblai. Et conformément à l'arrêté du 12 décembre 2014, pourront également être acceptés tous déchets inertes non visés par l'annexe 1, donc le tableau, à condition que le producteur de déchets effectue une procédure d'acceptation préalable et notamment un test de lixiviation normalisé. Une autorisation permanente d'accès sera délivrée aux autorités compétentes pour qu'elles puissent réaliser le contrôle et la surveillance du site à leur convenance. On ne sait pas quelles autorités. Plus intéressant, là vous avez aux pages 46, donc la nouvelle topographie du terrain, après exhaussement. Et donc on passe si on compare cette topographie avec le relevé du géomètre qui a été réalisé en août 2015 et qui donne les codes du terrain actuel. On voit qu'on passe par exemple ici au bord du chemin à l'entrée de la côte 99 à la côte 102, donc 3 mètres. À l'autre extrémité, on passe de la côte 101 à la côte 102, c'est au-dessus sur la butte. Donc il n'y a pas de... Par contre, si on prend la côte la plus basse au niveau de la zone humide, on passe de la côte 93 à la côte 102. Donc ça fait 9 mètres, ça fait plus 4 mètres. Donc ça veut bien dire qu'on crée une butte et le seul endroit où il est question de la zone humide et du puits, c'est sur le relevé du géomètre, qui est annexé au dossier. Sur le dossier, elle ne figure ni par écrit, ni sur les cartes, ni sur les photos. Là, elle figure. Et plus intéressant, il est écrit « Seule la fossée s'écoule en contrebas du site du projet. Les eaux pluviales seront absorbées par les terres d'apport. Elles s'infiltreront dans le remblai. » Par contre, on écrit plus loin que le projet d'exhaussement de terrain n'aura aucun effet sur les écoulements d'eau superficielle et souterraine. Bon, il faut bien que l'eau passe quelque part. Au titre des monuments historiques, il n'y a pas de bâtiment ou monument classé dans un rayon de 500 mètres autour du site, ce qui est exact.
Le site inscrit correspond au village à l'intérieur des remparts de Rodemack et situé à 960 mètres entre le site de stockage et les limites nord du site inscrit. Le projet, alors au titre du patrimoine archéologique, il est écrit « Le projet n'aura aucun impact sur le patrimoine archéologique ». Or, je sais que sur tout le territoire de Rodemack, il y a un arrêté du préfet qui dit qu'à partir du moment où on intervient sur un espace de plus de 3 hectares, il faut au minimum faire des sondages archéologiques ou des fouilles archéologiques. Je sais que la communauté de communes, quand ils ont fait le parking touristique, pourtant il n'y avait pas de remblai, il n'y avait pas de décaissement de terrain, ils ont voulu faire des sondages archéologiques. Et là, on affirme, tout de go, le projet n'aura aucun impact sur le patrimoine archéologique. Le trafic estimé d'apport de matériaux sur le site est d'environ 40 000 tonnes par an. La moyenne d'apport de matériaux de 40 000 tonnes par an correspond à une moyenne de dépôt de 140 tonnes par jour, soit 8 camions par jour. Des pics de fréquentation exceptionnels occasionnés par de gros chantiers de terrassement pourraient atteindre 600 tonnes par jour, soit 30 camions par jour. Alors, au titre de la qualité de l'air, la présence de la RD 57 génère déjà l'essentiel de la pollution atmosphérique. Le projet sera directement raccordé à la RD 57 via un chemin. Il n'y aura pas d'autres installations polluantes créées au sein du périmètre. Sauf les gros engins qui vont y travailler journellement et les camions qui vont circuler. Alors, le projet ne devrait donc pas générer d'effet direct sur la santé. De toute façon. Environnement sonore. Aucune activité bruyante ou polluante, artisanat, industrie, équipement collectif n'est prévu à l'intérieur de la zone. Les travaux nécessitent le simple emploi d'un bulle pour effectuer le réglage des matériaux inertes et les mouvements de terre. Un compacteur est utilisé pour assurer la stabilité des matériaux. Une pelle hydraulique devra également être amenée sur le site pour les travaux de réglage des talus. Ces engins génèrent des bruits fluctuants comparables à ceux des camions. Effet temporaire, uniquement pendant la période des travaux, les vibrations au sol peuvent être générées par deux types de mouvements. Les mouvements stationnaires liés à l'activité d'aménagement, arrachage et levage par pelle hydraulique, les mouvements mobiles liés à la circulation des camions dans le périmètre et aux abords. Dans ces conditions, nous ne proposons aucune mesure visant à réduire les effets vibratoires. Les poussières, voilà un petit peu des poussières, on sait pas. Alors, la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme opposables, on remet la même chose. La commune de Rodemack est actuellement dotée d'un plan local d'urbanisme, PLU, approuvé le 8 novembre 2012. Il a été approuvé en 2005. Le site du projet est situé en zone A agricole. Et le règlement de la zone A dit ceci, page 36, des affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole. C'est les termes exacts le mot important, à mon avis, c'est strictement. Je ne vois pas comment 157 mm3 peuvent être nécessaires à l'exploitation agricole. Alors, compte tenu du contexte de ce projet, le projet est conforme aux objectifs du SDAGE. Alors SDAGE, c'est schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, Rhin-Meuse. Précité, en effet, le projet n'est pas concerné par la pose d'un réseau d'assainissement, oui, n'est pas concerné par une zone humide ou inondable, n'est pas concerné par l'écoulement d'un cours d'eau. Voilà. Donc je parlais tout à l'heure de trois sondages qui ont été faits à différents endroits du terrain, 1, 2, 3. Alors non seulement ils ont été faits le 17 septembre, par temps de sécheresse, mais bien sûr ils n'ont pas été faits dans la zone humide, même pas été faits dans la zone humide. Alors bien sûr, le sol est absolument sec. Voilà. Donc, moi j'ai essayé de vous donner le
maximum de renseignements qui figurent dans ce dossier. Alors bien sûr, il est consultable en mairie, si vous le souhaitez le voir, hein, tout à chaque peut le voir. Normalement, ce dossier, il a été envoyé en X exemplaires à la préfecture des différents services de l'État. Depuis donc le 30 novembre. Donc à partir de là, quelle a été ma réaction? J'ai commencé, au vu de ce dossier, je vous le dis franchement, j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions. Entre le fait, premier, que ni le propriétaire du terrain, ni le patron de l'entreprise ne soient venus en mairie à un quelconque moment, ne serait-ce pour consulter le PLU, ne serait-ce que pour consulter le PLU. Le fait que le propriétaire du terrain, devant toutes mes interrogations et mes nombreux coups de fil, ait eu toujours la même réponse en ce sens: monsieur le maire, je ne suis pas plus au courant que ça, je pensais que vous étiez au courant, je vais voir avec l'entreprise. Voilà. Ça a été comme ça du mois d'août au mois de décembre. D'autre part, je pensais, moi, à tel point que j'ai même téléphoné avec M. Thomas Herbert, donc à la commune, chez qui j'étais me renseigner au niveau de l'application du PLU. J'ai téléphoné au rédacteur de ce document, et le rédacteur du document, en lui relatant un certain nombre d'incohérences et d'inexactitudes, le rédacteur du document m'a fait savoir que lui, il avait fait un document, mais que finalement, il a mis dans le document ce qu'on lui avait demandé de mettre. Et donc, toutes ces données réunies m'ont fait sérieusement douter de ce projet. Et bien sûr, j'en ai parlé. Pas mal de monde que je connais, aussi bien en France qu'au Luxembourg. Et un certain nombre de réserves ont été émises qui m'ont confirmé dans mes interrogations sur ce projet. Et ce que j'ai fait au lendemain de la réception de ce document, de ce dossier, je me suis adressé d'abord à l'ADREAL, qui devait l'instruire pour le compte du préfet, éventuellement le transmettre à d'autres services de l'État, pour savoir comment ce dossier était instruit. Alors ce dossier est instruit par l'ADREAL, qui fait un rapport au préfet. Le préfet peut être amené à solliciter certains autres services de l'État, mais une fois que le préfet a sollicité les services de l'État, qu'il lui semble que les services de l'État n'ont pas vu d'objection, ne voient pas d'objection à autoriser cette exploitation, une fois que le préfet a pris sa décision, il n'y a plus de recours possible. Donc à partir de là, j'ai décidé, j'en ai parlé à mes adjoints, j'ai décidé d'informer moi-même tous les services de l'État. Tous les services de l'État. Et j'ai fait une quinzaine de courriers, peut-être même des services qui ne sont pas concernés, mais j'ai alerté tout le monde. Et ensuite, entre Noël et Nouvel An, j'ai alerté la population romaine, qui a le droit de savoir, parce que à l'ADREAL, on m'a dit que le projet serait instruit dans les tout premiers jours de janvier et qu'eux seraient amenés à donner un avis au préfet très rapidement. Donc, en tout état de cause, avant le 15 janvier. Donc, le lendemain de la réception de ce dossier, j'ai fait un certain nombre de courriers parce que j'ai estimé que ce dossier était incomplet, inexact et incohérent. Donc j'ai écrit à la Chambre d'agriculture, je n'ai pas eu de réponse. J'ai écrit à la direction départementale des territoires à Metz, M. Zeller, qui s'occupe des PLU. Je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai eu M. Zeller au téléphone qui m'a dit qu'il réservait son appréciation pour le préfet. J'ai écrit bien sûr au préfet,
J'ai écrit au président du conseil départemental en ce qui concerne les routes d'accès. Voilà. Donc j'ai eu la conseillère départementale, maire de Mondorf, qui m'a dit par mail le dimanche 27 décembre qu'elle avait rencontré Patrick Weiten et qu'il co-signerait un courrier à destination du préfet. Elle a parlé également avec le bourgmestre de Mondorf-les-Bains, qui est susceptible également d'être impacté par la traversée de sa commune, même si chez lui, les camions de plus de 3,5 tonnes sont interdits. Et donc j'ai eu dans les jours qui ont suivi un mot de M. Weiten qui demandait à ses services de faire un courrier en demande d'opposition du maire de Rodemack et qu'un courrier de 3 copies soit envoyé au maire de Rodemack, de Putelange et de Mondorf. J'ai écrit à la police de l'eau, Madame Gersin. Alors la police de l'eau, c'est marrant, mais un certain nombre de Rodemackois ont eu des courriers au cours de l'été dernier pour des versements de purin, dans le ruisseau, pour des fumières qui étaient trop proches du ruisseau. Et nous, commune, on a eu un courrier de la police de l'eau à propos du carnot qui traverse le chemin de la Glèbe. Et à la sortie de ce carnot, il y a un dénivelé de 15 à 20 cm. Il fallait enlever ce dénivelé parce que les poissons ne pouvaient pas remonter le cours d'eau. Alors je me suis dit, si on a un courrier de la police de l'eau, si la commune de Rodemack et les habitants de Rodemack ont un courrier de la police de l'eau, peut-être que la police de l'eau va faire quelque chose si on remblait une zone humide. Donc j'ai écrit à la police de l'eau, je n'ai pas de réponse, mais je sais que la police de l'eau a mis un avis défavorable auprès du préfet. J'ai écrit au président du comité de commune, qui bien sûr n'est pas compétent pour ce genre de dossier, mais qui m'a toutefois dit qu'en tant que maire de Zucken, il a été confronté à ce genre de dossier et qu'il est à ma disposition pour un échange d'expériences et d'informations qui pourraient nous apporter des éléments complémentaires. Donc, je vais le rencontrer dans les prochains jours. J'ai fait une lettre à la direction régionale des affaires culturelles. J'ai fait un courrier au président du SCOTA, M. Schreiber, qui m'a répondu conscient des possibles impacts sur l'environnement que vous évoquez. Je vous informe toutefois que le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise n'est pas associé ou consulté dans le cadre de ce type d'autorisation qui relève de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement régie par les services de l'État. Il me confirme bien que c'est le préfet qui donne un avis. Néanmoins, comme vous le souhaitez, je demande à mes services de vous contacter afin de convenir d'un rendez-vous. Donc il y a quelqu'un du SCOTA qui a demandé rendez-vous ce matin. J'ai écrit à l'Adréal, à M. Kins Florent, qui instruit notre dossier, qui instruit ce dossier. Donc je lui ai fait un premier courrier pour le rendre attentif, et je lui ai fait un deuxième courrier avec toutes les inexactitudes ou incohérences que j'ai relevées devant vous. Donc je sais, par M. Kins lui-même et par M. Auger, architecte des bâtiments de France, que M. Kins a émis un avis défavorable auprès du préfet. J'ai écrit également à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'ONEMA, qui me dit ceci: le stockage de déchets inertes enroblés sur le bassin versant de la Bolaire a déjà été observé sur la commune de Roussy-le-Village en février 2011. 3 hectares sur une hauteur maximale en fond de vallée de 5 mètres avaient été acheminés et déposés également par une société luxembourgeoise. Le transfert de déchets transfrontaliers est soumis à une procédure administrative dite de notification au titre de l'article L541-40 du Code de l'environnement. Il est donc légitime que ce dossier ait été déposé en préfecture pour instruction et le cas échéant fléché vers l'administration de Réal pour avis et notification accordée.
Pour le stockage effectué à Roussy-le-Village, nous avions recueilli la direction départementale des territoires l'information d'une étude hydraulique réalisée au préalable par un bureau d'études permettant d'établir la limite de la zone inondable. Le DDT avait alors donné des prescriptions attachées à l'autorisation. J'adhère totalement à votre inquiétude s'agissant de la destination des déchets enrobés sur des parcelles situées à proximité d'un cours d'eau, voire sur une zone humide. Il apparaît nécessaire qu'une articulation réglementaire survienne pour ce projet. Aussi, je transmets en copie ce courrier au chef des services départementaux des installations classées pour l'environnement, Andréal, et à la police de l'eau à DDT. Les agents de l'ONEMA n'ont pas reçu commissionnement et n'ont pas compétence au titre livre 5 du Code de l'environnement, livre qui comprend ses textes législatifs et réglementaires en matière de déchets. Toutefois, mon service se tient à disposition des différentes administrations intéressées pour apporter un appui technique si opportun. J'ai écrit au Bâtiment de France, à M. Auger, qui est actuellement l'architecte qui s'occupe de Rodemack. Donc M. Auger, par mail, m'a signifié qu'il a reçu mon courrier. D'un point de vue strictement réglementaire, je n'ai pas de compétence au-delà de la borne des 500 mètres de monuments historiques. Donc, on est au-delà. Ce genre d'établissement dépend assez exclusivement du service en charge des installations classées à la DREAL, ce que je savais déjà. Et donc, M. Auger m'a envoyé depuis un courrier daté du 18 janvier, où il me dit ceci. Monsieur le maire, j'accuse réception le 23 décembre de votre courrier relatif à l'affaire notée en objet, donc dépôt de déchets inertes. Je me tiens à votre disposition pour un rendez-vous en mairie, à votre convenance, au téléphone numéro ci-dessus. Nous pourrons évoquer cette question et voir ensemble quelle stratégie mettre en place. En effet, au-delà de l'abord de 500 mètres des monuments historiques, l'architecte des bâtiments de France ne dispose que d'un simple avis, qui n'a de valeur ni réglementaire ni coercitive. Néanmoins, j'ai pu joindre M. Kins de la DREAL, en charge de l'instruction de la déclaration d'installation classée pour l'environnement, dont relève ce dépôt. Selon lui, le PLU de Rodemack permettrait dans l'État de refuser ce projet. Je vous informe qu'une réunion regroupant les différents services de l'État concernés est organisée à la sous-préfecture de Thionville le 11 février prochain. Si notre rencontre pouvait avoir lieu avant, je pourrais porter votre parole avec votre accord lors de cette séance de travail. Par ailleurs, je souhaiterais, etc. Ça, c'est pour autre chose. Et donc, j'ai pris contact avec M. Auger ce matin. Il vient à Rodemack le 1er février. J'ai bien sûr écrit au sous-préfet de Thionville. Qui m'a répondu le 28 décembre. Par courrier en date du 21 décembre, vous avez appelé mon attention sur les problèmes et questions posées en termes de protection de l'environnement par un projet de stockage de déchets inertes sur des terrains privés situés dans votre commune. J'ai saisi les services de l'État compétents pour un examen approfondi de cette affaire. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite qui pourra être réservée et je reste à votre disposition pour tout échange concernant ce dossier. Donc ça, c'était le 28 décembre. Ensuite, lors de la réunion avec M. Aubertin ici en mairie, je l'ai questionné donc sur l'impossibilité de faire passer 14 000 camions à la porte de Sierre. Donc il m'a dit que ça ne posait pas de problème, en ce sens que l'essentiel des chantiers se situant du côté de Rémiche, les camions passeraient bien sûr par Mondorf et Putelange des Thionville. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai alerté les maires de Mondorf et de Putelange des Thionville, parce que j'espère que dans le cas contraire, on m'aurait également informé. Je trouvais que c'était normal que j'informe mes collègues maires qui soient au moins au courant et qui ne découvrent pas le problème le jour où les camions passent devant chez eux. Et donc, M. Joseph Gameau a demandé à M. Aubertin de passer en mairie Putelange. Bon, je n'ai plus la date en tête, c'était le premier jour de janvier. Et M. Gameau lui a fait savoir qu'il ne concevait pas que ces 14 000 camions passent dans la commune de Putelange, qui a été faite entièrement à neuf l'année dernière, ou l'année précédente, et qu'en plus, l'école primaire se situant au cœur du village, il ne pouvait pas concevoir que 14 000 camions passent devant cette école. Et M. Aubertin, tout de go de lui répondre, Monsieur le maire, ça ne me pose aucun problème, les camions peuvent très bien passer par Rodemack et Folbach.
Donc ça veut dire que s'il passe à Rodemack, il passe également à Frisange, à Évrange et à Basfengen, et peut-être même à Zoufgen, au nord du Vlange. Donc le 11 janvier, j'ai fait une demande par mail au secrétaire général de la sous-préfecture de Thionville, que je souhaiterais obtenir rapidement un rendez-vous avec M. le sous-préfet, accompagné de messieurs et mesdames les maires de Putange et Thionville, Mondorf et Évrange, afin de discuter du dossier de décharge de la société de Trappes sur la commune de Rodemack et des incidences encourus sur la circulation des communes traversées. M. Citerlet, secrétaire général, m'a répondu le 14 janvier. Monsieur le maire, nous avons bien pris en compte vos préoccupations, ainsi que celles de vos collègues concernant les problématiques liées aux activités de transport et de stockage de terres et de matériaux sur le territoire de vos communes. Nous avons engagé l'examen de cette affaire au regard des réglementations existantes avec les services compétents de l'État, de Réal, DDT, préfecture, etc. Dès que nous serons en possession de l'ensemble des éléments émanant de ces différents services, M. le sous-préfet prévoit l'organisation d'une réunion de concertation concernant cette affaire, réunion à laquelle vous et vos collègues seront invités. Cette rencontre pourrait avoir lieu au cours de la première quinzaine de février. Et la rencontre, et ça fait référence également à la lettre de M. Auger, cette rencontre aura lieu à la sous-préfecture le jeudi 11 février à 15h30. Et ils sont invités, donc les services de l'État, moi-même, les maires de Putange et Thionville, Mondorf, Évrange, Basfengen et Zoufgen. Donc on le saura un peu plus le 11 février. J'ai bien sûr également sollicité, mais un peu plus tard, l'association des plus beaux villages de France pour les informer, parce que je considère que si demain le préfet autorisait une décharge sur Rodemack, je pense que notre label serait fortement compromis. J'ai alerté également le 12 janvier le service régional de l'archéologie, parce qu'entre-temps, j'ai ressorti l'arrêté du préfet, qui date du 15 décembre 2003, arrêté de zonage archéologique, et il est écrit dans le périmètre jaune, la zone 2 correspond à l'extension du bourg médiéval attesté de... La zone 1 correspond à l'ensemble du territoire communal. Le service régional d'architecture demande à ce que soient transmises dans ce périmètre toutes les demandes de permis de construire, de permis d'aménager, dès lors que la surface aménagée au sol, bâtiment, parking, voirie, atteint ou dépasse le seuil de 3000 m². Voilà. Donc, suite à ça, j'ai écrit le 12 janvier, le 15 janvier, un responsable de service d'archéologie me téléphonait tout affolé, il avait bien sûr connaissance de cet arrêté, et le dossier en question ne lui avait pas été transmis. Et donc, c'est moi qui lui ai dit de réclamer le dossier à l'ADREAL ou à la préfecture, ce qu'il a fait, et je pense que depuis, il est rentré en possession de ce dossier. Et j'ai rencontré le secrétaire d'État aux anciens combattants au vœu à Boust. Je lui en ai parlé également et je lui ai fait un courrier dans les jours qui ont suivi. Donc voilà pour toutes les démarches que j'ai effectuées et les différentes réponses que j'ai obtenues. Je me suis également adressé au service d'urbanisme de la communauté de communes, à M. Thomas Herbert, qui est instruit dans toutes ces demandes. Il a vérifié le code de l'urbanisme et il part du principe que le pétitionnaire, en l'occurrence la société Sotrap, doit déposer un permis d'aménager à la mairie de Rodemack pour instruction à la communauté de communes. Ce permis d'aménager, je lui ai réclamé par courrier le 29 décembre. Monsieur Thomas Herbert a téléphoné devant moi, a essayé de joindre Monsieur Aubertin, n'a pas réussi, mais a réussi à joindre son maître d'œuvre. Et il a été signifié au maître d'œuvre, qui devait prévenir Monsieur Aubertin, qui a permis d'aménager, qui doit être normalement suivi d'une étude d'impact et d'une enquête publique,
doit être déposé en mairie de Rodemack, ensuite pour instruction à la communauté de communes et revient en mairie de Rodemack, donc comme tout permis, pour signature par le maire. Suite à ce courrier et certainement également suite à ce coup de fil, M. Burtin et le maître d'œuvre, accompagné donc du propriétaire du terrain, ont demandé un rendez-vous à M. Thomas Herbert la semaine dernière. M. Herbert a souhaité que la mairie de Rodemack soit représentée à cette réunion, m'a invité à cette réunion, j'y suis allé avec Jean-Marie Reiter, et M. Thomas Herbert a confirmé au maître d'œuvre et à M. Burtin de la Sotra qu'il devait déposer un permis d'aménager. Et à la question posée de savoir si ce permis d'aménager avait une chance d'aboutir à un vote, à une décision favorable, M. Burtin lui a clairement signifié qu'en l'état actuel du PLU, lui, en tant que responsable du service instructeur, mettrait un avis défavorable. Ensuite, le maire est amené à décider ce qu'il entend décider, mais que la communauté commune mettrait un avis défavorable. Voilà. Donc, dans un premier temps, j'ai essayé de vous dresser la plénitude de ce dossier depuis le 15 août, en tous les cas, tout ce que moi j'en sais, et tous les contacts, et tous les courriers, toutes les réponses que j'ai pu avoir depuis cette date. Je vous ai expliqué tout à l'heure que, suite à un coup de fil à l'Adréal à M. Kins, qui me disait que lui fait son rapport au préfet dans les tout premiers jours de janvier, et que donc la décision pouvait tomber assez rapidement si le préfet a décidé comme ainsi au vu de ce rapport. Si ce rapport lui convenait, était suffisant à ses yeux, il pouvait prendre une décision très rapidement. Donc à partir de là, j'ai décidé d'en informer la population de Rodemack, que la population de Rodemack soit au courant du projet, et non pas que le préfet décide de l'autoriser, et je vous ai dit tout à l'heure, si le préfet décide de l'autoriser, il n'y a pas de recours possible, sauf à attaquer le préfet au tribunal. Voilà, donc je vois mal le faire. Hein. Et donc, ça voulait dire que si le projet était accepté dans le courant du mois de janvier, j'aurais été obligé d'informer les gens de Rodemack que le projet était autorisé, et je vous laisse deviner les réactions de la population de Rodemack. Donc, suite à ce mot du maire qui a été distribué entre Noël et Nouvel An, j'ai eu un certain nombre de réactions, de courriers, de mails, surtout des personnes qui sont venues me voir en mairie ou qui m'ont interpellé dans la rue, même des agriculteurs qui ne sont pas d'accord du tout avec le projet. Ça existe. Et je vous ai sorti deux courriers que je vais vous lire, peut-être une partie d'un mail aussi, qui résume bien la situation. Donc le premier courrier émane de René Barriga, je vous le lis, je vous donne le nom parce qu'il l'a écrit à moi-même et aux membres du conseil municipal. Monsieur le maire de Rodemack, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'information diffusée quant au projet de dépôt sur le bord de Rodemack, à l'ouest de la RD 57, au nord de la cité fortifiée, une montagne de terre et de déchets cubant 157 000 m3. Sur le fond, je pose la question de l'utilité de ce projet pour le site historique de Rodemack. Il n'est absolument d'aucune utilité, bien au contraire. Il impacterait négativement et de façon irréversible un site naturel de qualité, proche du patrimoine protégé et classé d'un des plus beaux villages de France. Il n'est qu'à quelques centaines de mètres des zones habitées. Un tel projet, c'est clair, n'a rien à voir à Rodemack. D'autre part, je crois savoir que le Luxembourg n'exporte pas ses bonnes terres arables, mais cherche par contre à se débarrasser de celles qui ne l'intéressent pas. Si ces déchets n'intéressent pas le Luxembourg, pourquoi nous intéresseraient-elles? Je souscris pleinement aux arguments développés sur vos deux courriers. Il y a en effet de très nombreuses raisons de ne pas accepter ce projet, donc de s'y opposer activement, car il pèserait lourd
dans l'avenir de Rodemack et serait en contradiction totale avec la politique de sauvegarde et de valorisation de Rodemack mise en œuvre depuis 40 ans. Il y a un antagonisme et incompatibilité totale entre le site classé Rodemack, l'un des plus beaux villages de France, et cette mise en stockage de déchets. Je voudrais vous prodiguer mes encouragements et mon total soutien dans l'action que vous menez. Je suis pleinement à vos côtés. Le deuxième courrier que j'ai reçu, bon, il est adressé au maire, donc je ne vous donnerai pas les noms. C'est un jeune couple de Rodemack qui habite le village, qui est arrivé à Rodemack il y a quelques années, et qui dit ceci: cher Monsieur Gerdère, comme tous les mois, nous avons lu avec beaucoup d'intérêt votre mot du maire. Nous prenons aujourd'hui le temps de vous écrire pour vous faire part de notre mécontentement et de notre colère quant au projet de la société Sotrap qui vise à stocker des déchets inertes sur le terrain de notre belle commune. Nous sommes totalement en désaccord avec ce projet qui va défigurer notre paysage, alors même que Rodemack s'inscrit dans une recherche de développement permanent, culturel, social, environnemental, et notamment vis-à-vis de son statut d'un des plus beaux villages de France. Statut par ailleurs que nous cherchons à préserver au-delà de 2017. Respectueux de notre environnement et fiers de vivre à Rodemack, nous ne comprenons pas pourquoi une société luxembourgeoise souhaite se débarrasser de ces déchets dans notre région. Pourquoi la société Sotrap ne démarcherait-elle pas des agriculteurs basés au Luxembourg? Entre parenthèses, au Luxembourg, d'après les renseignements que j'ai pu obtenir, actuellement, il faut non seulement trier les déchets, mais les recycler sur place. Tout le monde aura compris l'utilité de venir en France. Si ce démarchage n'a pas été effectué, c'est sans doute parce que la société Sotrap savait pertinemment qu'elle ne recevrait pas un accueil favorable auprès des communes de l'agriculteur luxembourgeois. Qu'en est-il des conséquences sur notre environnement? Si nous prenons déjà en compte le trafic quotidien généré par les camions, pollution par émission de monoxyde, dioxyde de carbone, le fait que le terrain soit classé en zone naturelle et qu'il comporte un cours d'eau et un puits, conséquence à terme sur la terre, l'écoulement, qualité de l'eau, écosystème. Nous approuvons vos remarques et réponses et pensons en premier lieu, comme indiqué dans le point 1, que pour améliorer l'exploitation du terrain, un volume de relevés standard et plus en adéquation avec des normes raisonnables et soucieuses de l'écologie pouvait largement suffire. En tant que Rodemackois et jeunes parents, nous pensons à notre commune, à ses projets d'avenir, à notre patrimoine et à notre environnement. Nous désapprouvons donc totalement le projet de la société Sotrap. Si d'autres Rodemackois ne réagissaient pas quant à ce point, pouvons-nous nous permettre de vous suggérer de mettre en place une pétition contre ce projet. Sachez en tout cas que vous avez tout notre soutien de citoyens Rodemackois et que nous vous remercions pour la transparence de ces informations. Voilà. Un mail que j'ai reçu il y a 2 jours. Nous habitons Rodemack, à telle adresse, et nous apportons notre soutien contre le projet d'installation de stockage de déchets inertes au projet d'exhaustion terre agricole. Nous vous assurons notre soutien. Il faut se battre pour préserver notre beau patrimoine et que nos enfants puissent grandir dans un environnement sain. Si nous pouvons faire quelque chose, et si une manifestation est prévue, nous serons là, etc., etc. Jusqu'à un article qui est apparu dans un journal messin et qui relate un projet de décharge de déchets inertes de Luxembourg risque de modifier le paysage à Rodemack. Plus des échanges, etc., etc. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un veut intervenir à ce stade ou... Oui, oui. Alors, je vous écoute. Alors bon, je me sens concerné, comme tous les conseillers municipaux, comme tous les Rodemackois, mais à double titre, parce que la fameuse zone que vous évoquez, qui se trouve ici, ma famille est propriétaire des 2 parcelles qui se trouvent à côté. Et je pense que vous saviez déjà, monsieur le maire, puisque vous voyez beaucoup M. Laïc, qui est notre locataire. Bon, enfin, ça ne fera aucune différence, mais je voulais juste que vous le sachiez. Alors, par rapport à ça, moi je m'interroge quand même, et j'ai toujours tendance à essayer de comprendre ce qui peut pousser quelqu'un à intervenir dans un sens ou dans l'autre, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un contrat privé au départ qui est fait entre une société luxembourgeoise et un privé de Rodemack. Un jeune agriculteur rodemackois, et on ne va pas se cacher la réalité. Bien sûr, j'ai compris qu'on était tous vaillants écologistes ce soir, mais enfin, il y a quand même une histoire d'argent là derrière, même si aujourd'hui un jeune agriculteur parle de Rambouillet, et c'est vrai que son terrain est complètement défoncé. Vous nous l'avez fait constater rapidement, monsieur le maire, puisque vous nous avez convoqué il y a quelques mois, un samedi matin. On s'est donc rendu sur place, on a constaté.
Il me semble même que d'autres agriculteurs, pas très loin d'ailleurs, ont été approchés par le patron de la Sotrap, mais ils n'avaient rien à proposer, donc forcément, il a dû se résoudre sans doute à frapper à d'autres portes. Alors moi, je me pose quand même quelques questions. Bon, outre le fait, vous évoquez beaucoup, ce qui me choque un peu déjà, c'est lorsque vous parlez, vous dites, oui, pourquoi nous, Français, on devrait admettre que le Luxembourg vienne nous déverser, en fait, ces déchets. Hein. Bon, aujourd'hui, ça ne choque pas que tant de Français passent la frontière, tout simplement parce qu'ils gagnent plus, ils vont au Luxembourg. Et la raison en est simple, s'ils viennent entreposer ça aujourd'hui chez nous, c'est aussi peut-être parce que c'est moins cher chez nous. Parce qu'on sait tous que le terrain est très cher au Luxembourg et que les coûts sont plus élevés. Donc forcément, ça c'est facilement vérifiable. Ensuite, je m'interroge par rapport à l'intérêt qu'il y avait de... Enfin, vous me l'avez expliqué, je ne vais même pas le critiquer parce que à intervenir et à sortir ce tract qui m'a pratiquement gâché mon Noël. Entre Noël et Nouvel An, là, je ne vois pas ce qu'on pouvait faire, mais enfin c'était important que tous les héros de ma foi le sachent. Et donc, bon, ma foi, il vous a paru urgent de nous le signaler. Et alors, bon, à la lecture de votre dernier tract, alors, j'allais vous demander, est-ce qu'on en doute, de se battre de manière loyale, honnête et désintéressée. Pourquoi nous préciser ça, monsieur le maire? Qui parle de vous? Qui vous remet en cause cette fois-ci? Moi, je ne sais pas. Vous êtes en train de vous justifier ou quoi? Moi, aujourd'hui, je me suis renseigné un peu sur les procédures. Alors, la procédure, vous avez fait référence à plusieurs reprises au fait que, comment il s'appelle, monsieur Aubercan, de la Sotrap, n'a pas déposé son dossier. Je me suis renseigné, le dossier, c'est à la préfecture et à l'Adréal qu'il faut le déposer. Et c'est à eux de le transmettre aux mairies, au maire de Putelange, au maire de Rodemack, les deux communes principalement concernées, on va dire. Donc, je ne vois pas pourquoi, d'un coup, vous avez accéléré. Vous nous avez donné des dates, vous nous avez dit le 30 novembre, j'ai exigé, bon, il l'a remis le 21. Il n'était même pas obligé de vous le remettre, il me semble, le 21 à 16h30 précis. Il n'était pas obligé, puisque aujourd'hui, ce dossier est encore à l'instruction. À l'instruction par les services de l'État, qui sont en train de gérer ce dossier. Alors, soit on les pense incompétents, soit on leur fait confiance, mais enfin, moi j'aurais plutôt tendance à leur faire confiance. Vous parlez, vous avez, à un moment j'ai décroché, j'ai arrêté de compter parce qu'à un moment, la zone humide, la zone humide, la zone humide, la zone humide, moi les zones humides, de ce que j'en sais, l'intérêt aussi c'est de permettre que le terrain reste perméable pour éviter les ruissellements et favoriser justement le drainage pour que les nappes phréatiques continuent à se remplir au lieu de s'écouler rapidement, trop rapidement vers les ruisseaux, chose qu'on a déjà connue à Rodemack puisqu'il y a eu des inondations. Vous avez évoqué un point aussi, et là je vous trouve quand même pas très honnête à ce point-là, parce que vous avez montré un plan, moi je l'ai fait un peu plus grand. La zone, elle est là, vous voyez? Elle est là, la zone impactée. La zone. Et la zone naturelle se trouve ici. En fait, c'est ce petit triangle que vous remettez en cause. Alors, on parle de 5 hectares au total. Et vous êtes en train de nous faire un coucou pour les petits mètres carrés qui traînent ici au coin. Alors ça, pour moi, c'est pas une argumentation, je suis désolé. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui nous empêche à demander au patron de la Sotrap de dire de ne pas aller sur cette petite zone, parce qu'elle va faire quelques mètres carrés par rapport aux 5 hectares qui, eux, se trouvent en zone agricole. Alors vous le dites, oui, tout n'est pas en zone. Alors, faut peut-être trouver un peu. Alors je me suis aussi amusé à aller sur Google Maps, Google Earth, et puis j'ai ressorti le plan, mais comme vous, je me suis aussi déplacé ce week-end, même s'il ne faisait pas très beau. Je suis allé dans un sens, dans l'autre, je connais quand même assez bien le secteur, je roule en quad, je suis revenu de Putelange. Alors l'impact sur le village, sur le bourg et le machin, l'impact visuel, parce que vous le citez, je ne sais plus à quel moment vous le citez. Alors là, je me suis dit, oula, il voit au coin, là, parce que, honnêtement, vous l'avez même dit au début de votre intervention, on ne voit strictement rien. Demain, il peut mettre 15 mètres,
même avec les haies, on ne les verrait pas. Alors, je suis clair, hein, je n'ai pas plus envie que vous de voir demain une usine, un chantier, à ciel ouvert, des camions et tout. Enfin, ça m'a fait un peu sourire, vos engins. Je ne sais pas si vous avez une idée du poids des engins. Moi, j'ai une vague idée quand même. Mais bon, sur une zone pareille, des bulldozers de 25 tonnes, il n'y a rien d'étonnant à chenille. Et c'est pas ça qui gênera, parce que les bulldozers, ils vont rester sur la zone pour égaliser les terres. Donc je ne vois pas les dégâts qu'ils feraient. Ils vont passer une fois sur le chemin pour y aller, à chenille, mais enfin, j'étais moi-même pilote de char, je sais les dégâts qu'on peut faire avec une chenille, et croyez-moi, s'il va tout droit, il ne va pas beaucoup en faire. Donc, juste pour dire, l'impact visuel, il faudra que vous me l'expliquiez, parce qu'à part aller se mettre, je ne sais pas, la décharge Gomez et à monter sur une échelle de 25 mètres pour essayer de voir l'impact qu'il pourrait y avoir, je ne le vois pas. Alors, c'est derrière des arguments comme ça que je me demande pourquoi. Parce que vous nous avez habitués aussi, en principe, quand vous nous faites une longue explication, on l'a vu, notamment sur un terrain dont vous avez oublié le prix dernièrement, un terrain de 5 arts, j'ai vérifié que lorsque vous lancez dans de grandes explications et de longues explications, c'est qu'il y a toujours quelque chose au coin de la rue, quoi. Parce que là, j'ai l'impression qu'on en fait beaucoup trop, parce qu'aujourd'hui, que vous preniez ça à cœur, ben, c'est votre rôle, vous êtes le maire de Rodemack. Que tous les Rodemackois se rangent derrière vous, rien d'étonnant, parce que qui aurait envie que Rodemack demain soit dénaturé, sali, pollué ou autre. Que demain, je serai le premier à râler en allant à Putange, il y a plein de terre sur la route, et on l'a connu à Boust, on l'a connu partout. Maintenant, ce qui me gêne plus, c'est pourquoi faux, et vous écrivez toujours en majuscule. Les Rodemackois, ça fait longtemps qu'ils ont appris à lire, monsieur le maire. Arrêtez avec vos majuscules. Faux, installation de stockage. Vous écrivez en gros que vous avez été incapable de retirer la partie importante d'un texte. Alors, je vais dans votre sens là. Pour moi, aujourd'hui, cette décharge, elle n'est pas nécessaire. Seulement, je me mets juste à la place de... on l'a évoqué tout à l'heure, hein. Vous dites oui, pourquoi nous on devrait pour le Luxembourg? Ben parce qu'on est aussi le pays des 3 frontières. Hein. Il me semble que Schengen, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de répréhensible aujourd'hui aussi à ce que des choses transitent par cette frontière? Alors on devrait pouvoir aller travailler là-bas, mais surtout garder vos machins et ne venez rien mettre chez nous. Alors, il y a des services qui sont là pour ça, il y a des services qui vont s'exprimer. Et de toute façon, aujourd'hui, vous allez nous solliciter, je pense, pour une délibération, parce que vous allez aller voir le sous-préfet, mais vous allez nous solliciter pour prendre une motion, puisqu'aujourd'hui, vous n'êtes pas consulté. Vous n'avez pas à être consulté, tout simplement. Et j'ai l'impression, moi, que ce qui vous gêne, c'est que vous êtes vexé parce que le patron de la SOTRAC n'est pas venu vous trouver vous en premier. C'est vrai que ça aurait été peut-être poli de sa part de le faire, mais enfin, bon, voilà, c'est pas ce qui est fondamental. C'est pas ce qui est fondamental à mon sens. Il faut qu'il respecte les lois. On a des lois en France, on a des services qui sont là pour les interpréter. Et moi, j'ai tendance à faire confiance à ces services. Donc bon, ben, on va voir ce que vous allez nous proposer, parce que je pense que tout à l'heure vous allez nous proposer une motion. Mais je voulais quand même préciser ces détails, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des affirmations que vous faites là, à moins de vouloir être le fiche légitime, justement, les faites demain, l'écologiste de l'année, moi je ne vois pas l'intérêt, quoi. Il faut aussi comprendre aujourd'hui, je pense que si un autre agriculteur en Rodemack avait été contacté, c'est dans le même cas, ben, il serait aussi, parce qu'il y a de grosses sommes en jeu, parce qu'il y a un grand intérêt pour lui, et parce que je ne vois pas pourquoi on pénaliserait quelqu'un, surtout s'il n'y a pas de gêne au final quoi, hein. Après, laissant les services s'exprimer, moi je pense que il n'y a rien qui manque. Vous parliez tout à l'heure de l'autorisation que devra délivrer la CCCE. Ben, si la CCE peut bloquer, ben, il y aura encore moyen de bloquer. Non, il me semble que vous avez dit qu'ils ne donneront peut-être pas l'autorisation. Vous avez évoqué à un moment aussi notre PLU et qu'au titre du PLU, ben, voilà. Donc je présume qu'on a quand même encore des moyens de blocage et je vais quand même vérifier dès demain ce que vous nous avez dit, puisque vous dites que si le préfet a mis. Alors
quoi sert la transmission des dossiers dans les mairies ensuite, parce que c'est le préfet qui vous les transmet. Donc je présume que ce n'est pas systématique. Ça m'étonnerait que demain, bon, je vais me renseigner demain, puisque je viens de prendre mes nouvelles fonctions au service de l'urbanisme de la mairie de Thionville, donc je vais regarder ça un peu plus près, et puis je vous apporterai des informations, comme ça on pourra peut-être en redébattre, mais bon, peut-être pas dramatiser outre Vous avez terminé, monsieur Choutou? Oui, oui, j'ai terminé. Merci. Donc je ne vais pas vous répondre sur tous les points, ça n'a aucun intérêt, ce que vous avez dit. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, effectivement, la procédure est celle que vous avez décrite. Et j'en ai connaissance depuis le début. Sauf que, quand une personne vient me voir en mairie et qu'elle promet face au maire, mais pas seulement face au maire, face à la municipalité, dont vous faites partie, promet de déposer un dossier dans les 15 jours et qu'elle ne le fait pas, ça amène à se poser des questions. Alors c'est vrai que j'aurais pu attendre le dossier envoyé par le préfet. Sauf qu'à partir du moment où le préfet nous envoie le dossier, il a déjà consulté tous les services de l'État, propositions dont on n'a pas connaissance, et qu'on a très peu de temps pour réagir. Alors vous faites confiance aux services de l'État, moi je ferai moins confiance. Je dis que les services de l'État, pour qu'ils prennent de bonnes décisions, il faut des fois les aider. Et genre, pour preuve, encore dernièrement, vous me direz que ce n'est pas la même chose, mais j'ai encore vu dernièrement, c'était pendant Noël et Nouvel An, et ça m'a gâché le mois Noël, le mois Nouvel An, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a autorisé pour 6 ans supplémentaires le déversement de boue rouge dans une zone naturelle. Alors, vous voyez que même les préfets peuvent commettre des erreurs, et ça au nom de l'emploi. Ici, on ne peut même pas parler d'emploi, il n'y a même pas la création d'un seul emploi. Voilà. Alors, après, vous pensez ce que vous voulez de mes écrits, vous pensez ce que vous voulez de moi, ça m'est complètement égal. Moi, j'estime qu'à partir du moment où j'ai eu connaissance de ce dossier, à partir du moment où ce dossier, qu'est-ce qui empêchait? Alors, vous me dites que la zone N, c'est une petite... Mais oui, c'est une petite partie. Alors, mettons-le dans le dossier. Pourquoi on ne le met pas? Pourquoi on dit tout le terrain est concerné par la zone 1? Alors on met, le terrain est concerné aux 3 quarts ou aux 9 dixièmes par la zone 1 et pour 1 dixième par la zone N. S'il y a une zone humide, pourquoi on ne la met pas? On la met. Qu'est-ce que ça empêche? Ça permettra au service de l'État d'instruire un dossier conforme à la réalité. À partir du moment où on dépose un dossier à la préfecture qui n'est pas conforme à la réalité du terrain, qui n'est pas conforme à la réalité de Rodemack, on peut se poser des questions. Et c'est parce que je me suis posé ces questions, et que ces questions que je me suis posées ont été confirmées, m'ont été confirmées par un certain nombre de personnes, aussi bien, je l'ai dit tout à l'heure, en France et au Luxembourg, que je me suis posé des questions sur la société Sotra. Oui, je me suis posé des questions sur la société même, parce que j'ai eu des écrits, j'ai eu des coups de fil qui m'ont mis en garde contre cette société. Et c'est pratique. Voilà. Et donc j'ai estimé que je devais engager la population de Rodemack, que je devais le faire avant que la décision du préfet ne tombe. Parce que je sais pertinemment que vous auriez été premiers à me reprocher de ne pas vous avoir informé en temps et en heure, et j'aurais été obligé de dire ici au conseil municipal, ben voilà, monsieur le préfet a autorisé à telle date une décharge de produits inertes venant du Luxembourg. Alors qu'ils viennent du Luxembourg ou ailleurs, bon, c'est pas mon propos, je ne pense pas que je l'ai écrit, c'est plus dans les courriers, mais ça n'a rien à voir. Le fait qu'on aille travailler au Luxembourg, etc., les déchets, on les recycle au Luxembourg. Vous avez parlé d'une question d'argent. C'est pas parce que ça n'a rien à voir avec les frontaliers, ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement parce qu'au Luxembourg, il faut trier, recycler, et que ça coûte une fortune, et que c'est plus rentable pour l'entreprise de venir en France, même de payer. Alors les chiffres varient, hein, je ne les citerai pas parce que bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les chiffres varient, mais pour l'entreprise, c'est du pain béni. Pour l'entreprise, c'est un bénéfice énorme. Voilà. Alors pourquoi nous, alors que les déchets viennent du Luxembourg ou viennent d'ailleurs, je ne comprends d'ailleurs pas comment les responsables de cette entreprise ont pu venir à Rodemack. Ils connaissent le site,
M. Aubertin connaît bien Rodemack, il n'habite pas loin. Bon, il connaît Rodemack. Pourquoi il n'a pas été dans une commune où il n'y a pas le... Alors, bien sûr, vous me dites que le site n'est pas en droite ligne de la si, je regrette. Vous montez à la citadelle, vous ne voyez que ça. Hein. Vous ne voyez que ça. Et on ne verra que ça. Alors, il faudrait... voilà. Alors, moi, j'ai préféré, sachant ce que je savais, j'ai préféré informer la population de Rodemack. J'ai préféré intervenir auprès des services concernés pour les informer de la situation réelle du terrain pour qu'ils prennent leurs décisions en connaissance de cause. Et la meilleure preuve en est que j'ai bien fait, c'est que dans le courrier que j'ai fait le 21 au 22 décembre, j'ai proposé à tous ces services de venir sur place, en dehors de l'architecte des bâtiments de France, bon, qui ne peut pas intervenir parce qu'on n'est pas dans les 500 mètres, et en dehors du SCOTA qui n'a rien à y voir, c'est les deux seuls qui sont venus sur Rodemack. Alors j'aurais quand même pu penser que ces services qui font bien leur travail, je ne proteste pas, mais je pense qu'il faut de temps en temps les y aider. Et je pense que la moindre des choses, suite à mon courrier, alors ce n'est pas une question de fierté ou non, c'est la moindre des choses, c'est que ces gens-là, avant de prendre une décision, viennent sur le terrain pour vérifier sur le terrain la réalité du terrain. Pour moi, c'était la moindre des choses. Voilà. Donc à partir de là, j'ai informé la population de Rodemack, j'ai informé les services de l'État. Là maintenant, chacun est en compétence pour prendre sa décision en connaissance de cause, en connaissance du terrain, en connaissance de la zone humide. Oui, il y a une zone humide. Et je sais que, je suis vice-président de la petite commune, comme vous le savez, actuellement, on a 2 zones artisanales ou industrielles à Étanges et à Canfen qui sont bloquées par une zone humide. Voilà. Donc les zones humides, je connais. Alors je ne vois pas pourquoi des projets avec des emplois à la clé sont bloqués par la police de l'eau, hein, sur Étanges et Canfen, et elles ne seraient pas bloquées ici sur Rodemack, avec des déchets inertes qui n'ont rien à faire là, et alors que ça ne crée même pas un emploi, ça ne crée rien du tout. Ça crée que des nuisances et des dégâts sur les routes. Voilà. Alors, effectivement, comme je l'ai dit, M. Aubertin, et comme je l'ai encore dit à l'agriculteur concerné il y a quelques jours, je ne suis pas opposé à ce qu'on reblaye son terrain. Mais je suis d'avis que son terrain puisse être reblayé de manière raisonnable pour améliorer l'exploitation de ce terrain. Mais ce n'est pas en créant une butte de 8-9 mètres de haut qu'on pourra favoriser l'agriculteur dans sa exploitation agricole. Essayez de trouver un compromis. Vous parlez que de... on a parlé de terre aussi. Il y a des terres. Là, vous faites simplement des déblais, des choses comme ça. Oui, le dossier, c'est que ça. Vous avez énuméré une liste dans laquelle peuvent figurer un ou l'autre. Ça fait partie. Donc on va pas. Aujourd'hui, rien ne vous empêche aussi de vous mettre autour de la table et de protéger aussi peut-être les intérêts de cet agriculteur et de trouver un juste compromis. Pourquoi aujourd'hui, je sais que vous évoquiez tout à l'heure la chambre d'agriculture, la chambre d'agriculture lui a donné son accord. Elle a l'accord. Et de toute façon, elle ne le laissera pas faire. Et donc, aujourd'hui, pourquoi pas essayer de raisonner un peu tout le monde. Monsieur Aubertin peut peut-être revoir son projet à la baisse, peut-être plus sélectif, mais pas aussi catégorique en bloquant tout le monde. Parce que là, ça va au blocage, ça ira au tribunal. Nous, on a un dossier comme ça qui traîne depuis plus de 15 ans de ville. Une fois qu'il est autorisé, de toute façon, vous ne ferez rien. Et si demain il a les autorisations, il le fera. Et à ce moment-là, vous serez contraint, vous ne pourrez rien faire. Il vaut mieux pouvoir maîtriser et dialoguer avec les gens que de bloquer. On n'a fait que ça. C'est moi qui étais constamment en demande pour qu'on vienne nous voir et qu'on nous explique ce qu'on veut faire. L'agriculteur, lui, il a vu une aubaine financière, je ne proteste pas. Il dit que ça lui permettra d'améliorer l'exploitation, je suis d'accord. Mais pourquoi de telles quantités? On a rencontré avec Jean-Marie, on a rencontré M. Aubertin, et je lui ai dit la même chose la semaine dernière, mais il m'a rigolé au nez. Mais il m'a dit, monsieur le maire, vous
n'y pensez même pas. Quelques milliers de mètres cubes, ça ne nous intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir avoir une décharge près de ses chantiers qui va durer 5 ans. Lui, ça ne l'intéresse pas d'avoir une décharge où au bout de 6 mois, elle sera terminée. Ça ne l'intéresse pas. Moi, je veux bien faire des compromis, mais il faut pouvoir faire des compromis avec les personnes qui veulent bien. Moi, j'ai proposé à Francis Schumacher qu'en mairie, on est constamment sollicité par des particuliers qui construisent ou qui font des piscines ou qui font pour emmener de la terre. Les gens ne savent pas où aller avec leur terre. Je lui ai dit, moi, je t'envoie toutes les personnes qui se manifestent en mairie pour leur terre. Et il remblaye son terrain comme ça. Il n'a pas besoin, pour améliorer l'exploitation, d'accepter 157 000 m3 de déchets ou autres. C'est voilà. pas réalisable avec juste des petites... Mais si, c'est réalisable. Bien sûr que c'est réalisable. D'autres l'ont fait avant lui. D'autres l'ont fait avant lui. C'est parfaitement réalisable. Ah ben oui, ça bloque. Ça bloque pas son terrain plus longtemps. Si cette décharge se fait, son exploitation du terrain sera bloquée entre 3 et 5 ans. Et ben, c'est un parc, de toute façon, c'est des vaches, quoi. Là, non, pas uniquement. Ah ben moi, une partie agricole, il y a une partie qui est en herbe, sur la pente, il y a une partie qui est exploitée sur la partie plane. Mais là, son exploitation, elle est de toute façon interrompue pendant 3 ou 5 ans. Minimum 3 ans, maximum 5 ans, le temps de remblayer. En 5 ans, on arrive largement à lui remblayer son terrain avec des terres venant de tout le secteur et qu'il puisse faire une exploitation normale. Voilà. Bien qu'il l'ait toujours exploité. Mais il n'aura pas la ressource pour la... Ah oui, mais bon, c'est pas... Ah oui, donc qu'est-ce qu'il il y a la même chose, si c'était dans le même cas, c'est ce que font les autres, c'est ce qui a été fait en Autriche, à booster partout. C'est la même chose en mais c'est pas pour ça. Pas ici. Mais pas ici. Le camion arrive, on met la terre dessus, on voit pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dans le camion. Exactement. Actuellement, il y a des décharges sauvages à quelques mètres du Grund. Des décharges sauvages, elles se le bord de toute l'angle. Mais il y a des décharges sauvages, il n'y a même pas d'autorisation. Et tous les camions viennent de Luxembourg. Alors moi, je veux bien qu'on soit amis avec les Luxembourgeois, je veux bien qu'ils nous accueillent pour travailler, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il y a des limites. Des limites. Voilà, c'est tout. Qui c'est qui veut intervenir Moi, je peux juste dire, de toute façon, tout le monde le sait, que la société Sotrap, on la connaît, parce que c'est la société qui a fait les travaux de lotissement chez nous. Voilà. Je rappelle aussi que la société Sotrap a travaillé longtemps pour la communauté de communes de Cassogne. Tout l'assainissement de toutes les communes de la communauté de communes, c'est la société Sotrap. Et très bien travaillé. Voilà. Donc si c'était un escroc et un voyou, moi, je n'ai pas dit ça. se saurait. Je n'ai pas dit ça. C'était quand même... ça n'a pas été dit ouvertement, mais les gens l'ont compris comme ça dans les derniers mots. Cite-moi les mots alors qu'il dit ça. Cite. Mais c'est trop facile de dire ça. Enfin, Oui, mais bon, trop facile de dire ça. Simplement, bah oui, parce que... Cite-moi la phrase. Je ne l'ai pas là sur moi, toi tu l'as? Ben oui, je te la donne. Hein. Cite-moi la phrase. Non, c'est pas celui-là. C'est les déchets qui sont nuisibles, c'est pas... Non, alors là, non, simplement, je connais la société Sotrap, c'est pas pour défendre qui que ce soit, parce que moi je suis d'accord aussi tout à fait avec Gérard, pour dire que, comme les propos qui ont été tenus, comme tu disais, dans un magazine de Metz, justement, ben, on en a parlé aussi, à Gavis d'ailleurs, parce que nous aussi on connaît des gens et on y parle. La remarque ne peut pas être la poubelle du Luxembourg. Voilà. C'est les journalistes. Hein. Oui, mais c'est des propos qui nous ont été rapportés. Donc, voilà. Mais on est d'accord aussi pour dire ça. Voilà. Je suis d'accord. Non. Mais si. Non. Si. Non. D'accord. Explique-toi. Tout simplement parce que la société Sotrap ne fait que de l'assainissement. Donc, ça ne sera que de la terre. Pourquoi faire justement, donc, c'est son cabinet d'études, à mon avis, c'est son cabinet d'études qui a quand même fait une grosse connerie. Ah oui, mais c'est pas ce qu'il m'a dit. Hein. Bah, moi, je lui ai téléphoné, monsieur Visconti, Jean David. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit, mais comment vous avez pu écrire tout ça? Il m'a dit, j'ai écrit ce qu'on m'a demandé d'écrire. Bon, c'est quand même lui qui a fait l'étude. Oui, mais bon. Je sais pas, je ne le connais pas, c'est grave. Moi non plus, je ne le connais pas, mais je vais quand même téléphoner.
Et quand il met donc le détail des déchets, moi je suis allée regarder les textes aussi sur le code de l'environnement, c'est ni plus ni moins, c'est un copier-coller des articles. Donc ils ont tout Mais on s'est pas contrôlé ça, ce qu'il y aura là. Mais bien sûr que si, c'est contrôlé tout simplement parce que la société Sopra peut quand même est répertoriée au niveau du ministère de l'Environnement au Luxembourg et c'est l'organisme des ingénieurs du ministère de l'Environnement luxembourgeois qui vient sur les terrains où il doit travailler pour faire des carottages et pour analyser les terres. Et les terres, si elles ne sont pas conformes, elles ne passent pas la frontière, puisqu'elles doivent être envoyées dans des centres de traitement. Donc, si on n'a pas confiance non plus... Avec un rythme de 30 Moi, ce qui m'a... on peut faire les carottages. Si vous allez sur les textes, allez sur Internet, vous avez tous Internet. Ça, c'est les textes. Ça, c'est les textes. Ben non, mais À 30 camions par jour, à quel moment on fait les carottages? chaque camion est contrôlé. Il y a il est contrôlé On au peut départ. garantir que le camion il vient réellement du départ du chantier là, et pas de l'assainissement qu'ils font à Hagen, qu'ils font je sais pas où. Mais c'est parce que Comment c'est tu peux le savoir? Bah, parce On que va pas le c'est- savoir ça. si, parce que- Chaque camion est chaque autorisé camion- à passer chaque Si un camion vient de la dans France, il sera contrôlé par personne. Mais C'est si, que le dire de son Si. alors c'est pas traçabilité. si, parce que chaque camion est contrôlé au Luxembourg et en France, chaque camion a un bordereau. Oui. Eh bien, allez regarder les documents. Marie-France, je ne mets pas en doute la société Sopra, je connais M. Aubertin, je le connais depuis longtemps, je n'ai pas à mettre en doute. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que quand un patron d'une entreprise, quelle qu'elle soit, en l'occurrence M. Aubertin de la Sopra, vient en mairie et nous dit, dans 15 jours, je vous dépose le dossier sur votre bureau, ben moi, la chose, bon, j'ai attendu un mois et demi, parce que 2 mois. Mais c'était On quoi le fait le 15 octobre. Ben, le 15 octobre, il ne pouvait pas te le déposer parce que le dossier n'était pas fait. Mais il l'avait devant lui quand même. Hein. Il avait devant lui là. Ah bah attends, Il n'était pas complet. il n'était pas Il terminé. était complet 15 jours après. Hein. Donc quand moi je promets quelque chose, j'essaye de tenir la Ah, moi, je l'ai envoyé, il est daté du 19 octobre. C'est vrai qu'il avait déjà le dossier pour lui. la même chose. Oui, mais le dossier n'était pas complet. Oui, je suis d'accord, Marie-France. Mais bon, mais ceci dit, à partir du moment où il est complet, on le dépose en mairie comme on s'est engagé. Et on n'oblige pas le maire à lui réclamer X fois pour qu'il veuille bien le déposer. Hein. Et moi, ce qui m'a choqué dans ce dossier, c'est toutes les incohérences que j'y ai vues. C'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal qu'on dépose un tel dossier à la préfecture. Ce n'est pas normal. Bon, après, on peut avoir d'autres opinions, mais je dis que c'est pas normal. C'est pas de dire que c'est un escroc ou c'est un truand, je n'ai pas dit ça. Mais simplement de dire qu'à partir du moment où on dépose un dossier à la préfecture d'une telle importance pour une commune, d'une telle importance, on dépose un dossier exact. Si on n'a pas tous les renseignements, le PLU, la date est fausse, l'article est faux, tout est faux. Justement, Tout est faux. Ah bah, c'est bien le cabinet, là. Bah oui, Bah oui, bah mais alors qu'est-ce que fait M. Bulletin il vient pas dire que c'est lui qui lui a dit de faire. Ben oui, mais le cabinet, à ce moment-là, on vérifie avant de le déposer à la Bah, préfecture. toi, il a fait confiance au cabinet. Ah ben oui, ben, il n'y aura pas. Voilà. Ben, il y aurait pas. Ça montre bien qu'on est- Et à ce moment-là, lorsque on veut, c'est pas une question de fierté, bon, mais lorsqu'on veut faire parce que moi je considère que dans le langage commun qu'on emploie entre nous, on parle de décharge. C'est un site industriel. Je regrette. C'est une installation classée au titre. C'est une installation classée au titre de l'environnement. Moi je sais ce que ça veut dire une installation classée. C'est des déchets inertes. Oui, mais c'est une installation classée au titre de l'environnement. Donc c'est une installation industrielle. Non. Si, c'est une industrie. Si, Non. mais tu verras. Non, parce qu'il y a les déchets non issus de l'industrie. Oui, mais c'est un site industriel. C'est un site industriel. Voilà. Donc à partir de là, à partir du moment où on veut créer un site dans une commune, je ne comprends même pas que M. Aubertin ait pu jeter son dévolu sur Rodemack. Je ne comprends même pas. Connaissant Rodemack, et les gens qui travaillent autour de lui, connaissant Rodemack, tels qu'ils le connaissent, c'est même pas pensable qu'il ait démarché à Rodemack. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. En plus, dans un terrain qui est visible de partout, voilà, je ne comprends même pas. Ça,
c'est mon interprétation, c'est mon avis. Voilà. Et tout ça mis bout à bout fait que il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui cloche. On ne va pas me dire le contraire. Il faut proposer de redescendre. Bah, il peut faire une tranche seulement, pas plus de 2 mètres. Il y a 3 jours, Marie-France, il nous a rionné. Il nous a rionné quand je lui ai dit, M. Aubertin, au départ, vous aviez parlé de quelques milliers de mètres cubes. Il m'a rigolé au nez, mais il m'a presque dit, monsieur le maire, pour un tonnage comme ça, on ne se déplace même pas. On ne fait même pas de dossier. Alors, il faut savoir. Alors, soit, moi je comprends son intérêt, je le comprends. Son intérêt, c'est d'avoir un site où il puisse mettre le maximum de déchets. Voilà. Donc, mais ce n'est pas compatible avec Grenoble, c'est tout. Personne n'en veut. J'ai même entendu des gens qui avaient compris, d'après les mots, que c'était des déchets nucléaires. Alors j'ai dit, bon, il faudrait peut-être quand même pas exagérer non plus. On n'aurait pas fait un exhaussement de plusieurs mètres. Il n'y aurait pas eu cette zone humide, il n'y aurait pas eu ce fossé. Ce fossé du remembrement, à part cet été, il coule toute l'année. Il coule toute l'année. Invariablement, les eaux vont ruisseler à travers ces déchets, même si, explique-moi voir comment tu peux faire mettre trier le goudron. Mais il n'y aura pas de goudron, il ne casse pas de route. Bien sûr, l'assainissement, le goudron, il ne va pas l'amener ici, puisqu'il est obligé. Il l'amène chez lui, puisqu'il a sa station de passage à... L'autre jour, je suis revenu du Luxembourg. Pas du tout. Je sais pas, Je m'attendais à cette remarque. Je m'attendais. Marie-France, l'autre jour, je suis revenu du Luxembourg. Non, c'est parce que... J'étais faire mon plein à Luxembourg. Je suis tombé derrière un camion, immatriculé au Luxembourg. Il y avait des déchets de chantier, il y avait surtout des ferrailles qui dépassaient de la benne derrière. Non, mais attends, je l'ai suivi, il a traversé le Mont-d'Or, il a traversé Putelange. Au Saint-Antoine, il a tourné à droite. Et il a été déposé 100 mètres plus loin, du côté de Putelange. Gomez, là, voilà. Non autorisé. Oui, bah oui. Non autorisé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphoné à l'adjoint de Putelange, je lui ai dit, voilà ce que j'ai vu. Il a envoyé son ouvrier communal, parce qu'il était bloqué en mairie, il a envoyé l'ouvrier communal, il a pas mis une demi-heure, et bien il y a des déchets, on ne voyait plus rien. Il y a eu un trou qui a été fait, ça a été baigné dedans, de la terre par-dessus, vous ne pouvez plus rien voir. Et c'est pas autorisé, et c'est fait illégalement. Alors demain, qu'est-ce qui te prouve que ça ne sera pas la même chose? Je savais que tu allais dire ça aussi. Si tu prouves, rien, tu ne pourras pas. Tu ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe en bouche? Qu'est-ce qui se passe pas? Tu vois jamais des déchets, tu vois que la terre, du là. Tu ne sais pas ce que tu as lu d'avance. Tu ne peux pas avoir un contrôle là-dessus. C'est impossible. Contrôler les bonnes de l'eau de chaque camion. Oui, si tu fais Tous les jours dans les contrôler. journaux, des décharges où c'est soi-disant des cailloux, et au final, il y a beaucoup de choses. À partir On du dossier d'Italie avec tous les produits-là, rien n'empêche À pas ce de donner ces moment-là, produits-là. on fait confiance à personne, Le dossier de ni même aux Guérin, entreprises qui vont venir travailler sur la commune et faire n'importe quoi aussi. Hein. À ce moment-là, il faut être du matin au soir sur le chantier et contrôler ce qu'ils font. Hein. Non, le dossier sur lequel on doit se prononcer, Je le sens, oui. avec peut-être des gens qui sont dedans. Le volume dont on parle, c'est pas un petit peu, c'est... Marie-France, ça n'apporte rien à Rodemack, ça n'apporte que des nuisances. Ça n'apporte rien. En dehors de l'agriculteur qui va toucher un peu d'argent, ça ne rapporte rien. Un dossier, pour juger un dossier, en tous les cas, c'est ma façon de voir les choses. Quand tu juges un dossier, tu mets les négatifs et les positifs dans la balance. Et tu peux accepter un dossier quand il y a des points négatifs, mais quand il y a également des points positifs. Là, il n'y a aucun point positif. Aucun. Il n'y en a pas. Tu ne peux pas l'accepter. Il n'y a aucun point positif. Même pas un. Fallait qu'il fasse un don à la commune Même pas. conséquent. Je crois que là-dessus, il y a un consensus autour de la table. Ouais. Comment Il y a un consensus autour de la table. Que c'est n'importe quoi. J'ai dit tout à l'heure, si ça ne crée qu'un seul emploi, on pourrait encore discuter. Mais même ça. Il le dit d'ailleurs, il le dit. Mais Francis Schumacher, je l'ai rencontré tout à fait par hasard. Parce que je ne vais pas chez eux la nuit. En fin de compte, il veut faire des céréales. Donc, il dit qu'avec son tracteur, de toute façon,
contre, sur la partie qui est en pente, il ne peut pas monter, Petite partie du et terrain. il ne peut même pas mettre de fumier. C'est une On petite va partie du reprendre terrain. du maïs et maintenant on va récolter dans le maïs pour creuser les lacs pour faire du maïs. Non, on ne pas du maïs, là on Bon. l'eau, on cultive les prairies, là on dirait arriver la prairie et quand on passe derrière, les céréales, là on dirait les céréales. Voilà. On les apprend mal. Donc moi je vous propose une délibération dans laquelle j'ai repris tous les éléments que j'ai essayé de vous donner au cours de la discussion, au cours de la présentation. Et donc cette délibération est également destinée donc, à aller dans les services de l'État. Donc le conseil municipal réuni en séance extraordinaire le 25 janvier 2016 à 20h30 a examiné attentivement le dossier de demande d'autorisation de l'installation de stockage de déchets inertes, ISDI, et de projet d'exhaussement terrain agricole à Rodemack et relevé nombre d'incohérences et d'inexactitudes, à savoir. Petite 1, les terrains concernés se trouvent pour partie en zone 1, agricole, et pour une petite partie en zone N, zone naturelle. De ce fait, petit b, de ce fait, le plan local d'urbanisme, PLU, n'est pas respecté à travers deux articles. L'article A1, qui dit ceci, occupation et utilisation des sols interdites. Les activités industrielles, d'artisanat, de bureaux, de services ou de commerce non liées aux activités agricoles. L'activité qui va se dérouler sur ce site n'a aucun lien avec l'activité agricole. Je pense que là-dessus on peut être d'accord. L'article A2-4, les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole. Strictement nécessaire, ça veut dire qu'on peut exaucer de manière raisonnable et raisonnée pour améliorer l'exploitation agricole. Or, tel n'est pas le cas avec 157 000 m3, 280 000 tonnes de déchets entre 4 et 9 mètres de hauteur de déblai. Moi, j'ai posé la question à la communauté de communes, à Francis Schumacher. Alors, dans le même temps où M. Auburtin me disait « mais non, il n'y aura pas de but », moi je disais « mais il y aura une butte de 8 à 10 mètres de haut ». Dans le même temps, M. Auburtin me disait « mais non, monsieur le maire, il n'y aura pas de but », Francis Schumacher était en train de dire « eh ben moi je planterai des haies sur la butte ». Ils se mettent au moins d'accord. Donc les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole. Or, tel n'est pas le cas, donc voilà, le tonnage, vous les connaissez. Petit c, la demande d'autorisation ne fait nulle part mention d'une zone humide, d'un puits, d'un cours d'eau recueillant les eaux de ruissellement de ce terrain et du bassin versant et s'écoulant ensuite dans le fallback avec toutes les conséquences sur l'environnement. Moi, je prétends qu'il y aura des conséquences. Alors après, je ne peux pas le prouver, mais immanquablement, il y aura des ruissellements à travers ces déchets. La demande d'autorisation ne fait pas mention de la provenance des déchets, alors que c'est pertinemment qu'ils viennent du Luxembourg, pourquoi il ne le met pas dans son dossier? C'est quand même facile de mettre, déchets venant du Luxembourg. Il a aussi des chantiers en France. Hein. Ben, alors on met pour l'essentiel venant du Luxembourg et de quelques chantiers en France. Alors, on donne au moins la provenance des déchets. On met un article sur ce que tu as dit, que les déchets seraient contrôlés, etc. à la frontière. Mais il n'y a rien dans ce dossier. Il n'y a rien. Oui, mais c'est ce dossier-là qui est instruit par le préfet. Je regrette. Hein. C'est celui-là et pas un autre. La demande d'autorisation ne fait pas mention de la provenance des déchets inertes, en l'occurrence du Luxembourg, des communes de passage des camions, des dégâts causés sur les routes, les traversées de villages, les chemins d'accès et la prise en charge future de ces dégâts, si ce n'est par tous les contribuables. Alors, l'entreprise va gagner de l'argent, l'agriculteur va toucher de l'argent, et c'est nous tous qui allons payer les dégâts, avec nos impôts. Ça, c'est incontestable. Ce projet ne tient pas compte de l'impact négatif sur le site de Rodemack au moment où la commune se lance dans des projets économiques, sur le projet citadelle de la CCCE, puisque le stockage se situe en droite ligne à partir de ces éléments patrimoniaux, et surtout sur le label des plus beaux villages de France, qui sera immanquablement perdu lors de la réexpertise en 2017. Petite f, le dossier ne fait pas mention de sondage ou de fouilles archéologiques, pourtant obligatoires sur tout le banc communal par arrêté préfectoral du 15 décembre 2003. Et enfin, j'ai eu des récriminations à ce sujet-là, il n'est pas fait mention de l'incidence sur le gibier et sur l'eau de chasse dont le bail vient à peine d'être renouvelé et dont le manque à gagner sera réparti sur tous les propriétaires de ce lot de chasse.
immanquablement, s'il y a des engins sur cet endroit-là, à plus forte raison à côté d'une haie qui peut concerner le gibier, immanquablement, le propriétaire de la chasse, enfin le locataire de la chasse, va demander un rabais ou une suppression d'une certaine somme, et donc il y aura un manque à gagner pour tous les propriétaires des terrains concernés. Pour toutes ces raisons, le conseil municipal s'oppose fermement à ce projet de stockage de déchets inertes et d'exhaustement de terrain au lieu dit Mansprout, dans la section que vous connaissez, et surtout le banc communal. Et sur l'ensemble du banc communal. On n'en veut pas dans notre commune. Point à la ligne. Et décide d'entreprendre toutes actions nécessaires à la préservation de nos sites, notre patrimoine, nos paysages, nos cours d'eau et notre environnement. Quelqu'un a des précisions à demander ou à compléter? Donc j'ai parlé du PLU. À mon avis, il y a deux articles qui interdisent, l'un interdit et l'autre autorise à condition. La zone humide, le puits, le cours d'eau, les eaux de ruissellement, la provenance des déchets, les communes de passage des camions. Je n'en ai pas fait mention. Dans ce document, il n'est pas fait mention des communes de passage des camions. Pourquoi? Est-ce qu'on passera dans les communes où les gens vont avoir le moins râler? Puis on ne passera pas dans les communes où il y a des manifestations? Voilà. Et avec des références opposées aux maires concernés. La prise en charge des dégâts, il y en aura forcément. On ne voit pas comment, s'il y a 14 000 camions de X tonnes qui passent à la porte du cercle, tout est à refaire. Ça c'est sûr que tout est à refaire. Le label les plus beaux villages de France, les sondages archéologiques, pourquoi lui serait exonéré alors que toute collectivité ou particulier qui dépose un permis doit faire des sondages, on peut lui imposer des sondages, et puis la chasse. Donc on s'oppose fermement à ce projet de stockage des déchets inertes, et par la même occasion, on l'étend à tout le banc communal. Et puis, éventuellement, on décide d'entreprendre d'autres actions nécessaires à la préservation de nos sites, de notre patrimoine, nos paysages, nos cours d'eau et notre environnement. Donc ça a quelle teneur? Une motion? C'est une délibération. C'est une délibération que je vais transmettre au sous-préfet et au préfet. Donc je prends les devants. Parce que je considère que lorsque la commune sera consultée, et elle sera consultée, les dés seront déjà jetés. À partir du moment où tous les services de l'État auront donné leur avis, et la commune est consultée en dernier, quand déjà tout le monde a déjà donné son avis, ben ça comptera pour du vote. Tant que les gens n'ont pas donné leur avis, ça peut avoir un impact. Si donne leur avis sur un dossier qui n'est pas content, c'est ça. Non, C'est c'est ça, pas Mais le poids, c'est effectivement, ce n'est qu'un avis. Oui, c'est Ouais, des canaux. Comme ce courrier, c'est... Oui, c'est des canaux. D'autres questions ou remarques? Rajouts? Putange, Mondorf? Alors, les communes concernées, c'est Putange, Mondorf. Non, mais je veux dire, vous en avez parlé avec les autres maires, donc est-ce qu'ils ont décidé de faire prendre les mêmes délibérations pour le passage? Les communes concernées ne sont pas concernées par la décharge, ne sont concernées que par le passage des camions. Eux vont attendre la réunion de la sous-préfecture le 11 février. Donc, eux, la décharge n'étant pas sur leur bord communal, ils ne peuvent pas intervenir sur la décharge, ils peuvent intervenir que sur le passage des camions. Donc ils veulent alerter d'abord le sous-préfet sur cette nuisance. Et puis peut-être avoir des précisions de l'entreprise pour savoir qu'elle mette dans un document les lieux de passage, pour qu'on puisse prendre des dispositions. Là, actuellement, dans ce document, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et la réponse aux maires concernés est différente selon le maire. Donc ils n'ont pas prendre des libérations, parce que finalement, Mais non. on leur dit qu'ils ne vont pas passer chez eux. Donc, ils vont pas ça, ils vont pas dans ça. Parce que c'est très bien que Putange sera concerné, puisqu'ils vont traverser. Si, il a dit au maire de Putange qu'il va passer par Pixem et... Il y a au maire de Putange, mais si ça vous dérange, on passera par Rodemac et Folga. Enfin, il a rencontré le maire de Putange, ils ont évoqué les sorties d'école, des choses comme ça je le sais, donc... Pas seulement. Hein? Pas seulement. Oui, ils en ont parlé, donc... Au nom du Luxembourg, on va aller jusqu'à Pixel et revenir, ça m'étonnerait fort. Il va trouver le même problème sur Pixem.
impressionnant. Et quand on les voit rouler dans la traversée de Folbach, c'est des gens qui leur font du Sénat. Ils passent à une vitesse incroyable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que rien va être général. Bien sûr, c'est sûr. Et quand on voit tourner avec la garantie les Guadeloupe, quand ils viennent de Folbach pour aller à l'EMC2, Ça fait 3 semaines. et ils sont à l'opposé. Hein. Le camion, quand il est au pont, le tracteur, il est à l'opposé de la route. Il est sur le côté gauche. Hein. Il coupe toute la ligne, parce que sinon il monte sur le front. Hein. Donc là, quand tu tournes, c'est comme les escaliers. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de camions pour le EMC2 qui passe pas longtemps. On m'a fait parvenir ce week-end cette photo qui a été prise vendredi après-midi ou vendredi sous coup de midi à la décharge de Bouche de Triche. Voilà les passes à route. Mais non, en plus, eux, ils nettoient même pas la route. Les garanties, Ah. les garanties. C'est tout le truc ici. Bah, les agriculteurs non plus, je te dis. Non, Non, mais ça dure. Mais là, c'est 5 Pendant ce là, ça dure une journée. Une année, hein, c'est pas 30, 3 jours par jour. Ça dure une journée. Ah, mais j'ai quelqu'un moi, que je connais qui est gravement paralysé maintenant Ouais, parce qu'il a, ouais. il a dérapé avec sa moto Ouais. sur, Oui, oui, sur la c'est route. juste. Juste. Ok, on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions? Je vais m'abstenir aussi. 3 abstentions? Aucune note, 3 abstentions et 12 voix pour adopter cette délibération. Voilà, donc j'ai encore une petite communication à vous faire. Donc, Béatrice Vicente va quitter le conseil municipal, en ce sens qu'elle va quitter la commune d'ici quelques semaines ou quelques mois pour du nouveau travail au Luxembourg. Et donc, le courrier a été posté ce matin à recommander. Il va me parvenir demain ou après-demain, et d'après les textes en vigueur, elle sera d'office démissionnée à partir du moment où le maire réceptionne le courrier. Et c'est la suivante de la liste, en l'occurrence Caroline Bertrand, qui prendra sa place à partir du prochain conseil municipal.